de commencer, la discrétion du spectateur est fortement recommandée. Ce qui suit est destiné à des fins éducatives et de divertissement uniquement. Il s'agit de la retranscription exacte du témoignage fédéral au procès de Sean Diddy Combs, tel que rapporté par Inner City Press. Imaginez une salle d'audience fédérale silencieuse, bondée de journalistes. L'huissier appelle Samuel L. Jackson. La légende du cinéma s'avance vers la barre des témoins. Il n'est pas là pour réciter des répliques de films, mais pour faire éclater la vérité sur deux des hommes les plus influents de l'industrie noire du divertissement, Sean Diddy Combs, jugé pour un réseau criminel présumé de trafic sexuel et d'intimidation, et Steve Harvey, humoriste et magnate des médias, accusé d'avoir permis à cette culture du silence de prospérer. Le témoignage de Jackson relie la relation controversée de Lori Harvey avec Diddy, des poursuites civiles récentes qui menacent désormais l'empire de Steve Harvey, et un schéma d'intimidation qu'il affirme remonter à plusieurs décennies. Les 20 prochaines minutes retracent chaque moment sismique, depuis la première déclaration sous serment de Jackson jusqu'aux relevés téléphoniques explosifs, en passant par une vidéo secrète capturée par une caméra corporelle, qui éclate comme une grenade au cœur du public. Au coup de marteau final, ce sont des réputations et peut-être des libertés qui seront suspendues au bord du précipice. Samuel L. Jackson n'aurait jamais dû se retrouver à la barre. Depuis le début du procès pour racket et obstruction visant Combs et Harvey, le drame judiciaire tournait autour de producteurs musicaux, de gardes du corps, et d'une galerie d'ex-partenaires traumatisés. Mais ce 8e matin d'audience, un mandat scellé, discrètement sollicité par les procureurs fédéraux, fut révélé. Il convoquait l'homme à la voix grave et légendaire, dont la tessiture a vendu plus de billets de cinéma que quiconque en vit. Les journalistes s'attendaient à quelques anecdotes de plateau, peut-être une remarque sur la culture de l'industrie. Ce qu'ils ont reçu à la place fut une cartographie chronologique de 45 minutes, reliant l'ascension sociale de Steve Harvey, la domination incontrôlée de Combs, et la marchandisation des jeunes femmes noires, le tout dissimulé sous le doux euphémisme de mentorat. Jackson commença par expliquer pourquoi il détenait toutes ces preuves, des emails, des messages privés, des textos. 23 ans plus tôt, à la naissance de sa fille Zoé, il avait fait une promesse sacrée, ne jamais confier sa sécurité au pipeline hollywoodien, ce système qui vend des rêves à l'entrée et étouffe les âmes à la sortie. Ce serment fit de lui un archiviste silencieux. Il recueillit des murmures, conserva des captures d'écran, bâtit une chronologie secrète de qui a fait quoi, à qui, et quand. Tout cela pour protéger sa fille des prédateurs à visage de producteur. En 2018, sur le tournage nocturne et fermé du film Shaft à Brooklyn, un assistant lui transmit une clé USB. À l'intérieur, un court enregistrement audio, la voix de Steve Harvey y coachait Lori sur un soi-disant pack d'étiquettes de haute valeur. L'une des phrases, « Souviens-toi toujours, un magnate n'est jamais ton petit ami. C'est ton conseil d'administration. » Jackson l'avait d'abord interprété comme un conseil cynique de père. Mais un mois plus tard, un autre fichier arriva. Cette fois, une vidéo dans une cuisine de studio, où Diddy dictait les tenues publiques de Lori tout en plaisantant sur Stevie Wonder aux dépens de Harvey. Jackson, reconnaissant un schéma qu'il avait déjà vu détruire des protégés, commença à dater ces éléments, les reliant à des journaux de vol. Il savait que si jamais cela tournait au drame, les autorités auraient besoin de contexte, pas seulement de rumeurs. Alors, à la barre, il produisit tout. Une pièce montrait Harvey transmettant à Diddy un modèle de NDA intitulé « Partenariat de style de vie ». Une autre contenait un mémo vocal où Diddy qualifiait Lori de « frais de rétention de loge verte ». Jackson lut ces lignes à voix basse, dans son timbre grave, les décrivant comme des preuves de négligence parentale, de prédation professionnelle, et de trafic d'influence transcontinentale. Des êtres humains furent aussi exploités, précisa-t-il. Le public retint son souffle. Même la juge Ramirez haussa les sourcils. Harvey, assis derrière ses avocats, fixait la table, comme si le grain du bois pouvait lui offrir une trappe de secours. Le contre-interrogatoire ne fit qu'aiguiser la lame. L'avocat de la défense, Wickham, tenta de suggérer que Jackson était aigri de ne jamais avoir signé avec Bad Boy Film. Jackson éclata de rire. « Monsieur, j'ai refusé ce caméo parce que le scénario exigeait que je gifle une stagiaire de 21 ans. » Finalement, le réalisateur a juste transposé la scène dans la vraie vie. Le jury rit doucement. Le juge laissa passer. Lorsque Wickham insinua que Jackson relayait des rumeurs d'Internet, ce dernier brandit un dernier choc, une conversation cryptée sur Signal, où un collaborateur senior de Harvey écrivait « Ce lien Lori Puff va nous acheter une autre décennie de crédit auprès du public familial. » La salle se figea.
La cloche de la pause retentit comme une alarme. Après le déjeuner, les procureurs demandèrent à Jackson d'expliquer aux jurés les 8 étapes de L, échelle de conditionnement, dont il avait parlé avant le procès. L'acteur accepta, ouvrant un carnet de cuir rouge qu'il appelait son Red Ledger, une habitude née en 1993, pendant le tournage de Jurassic Park. Étape 1, l'accès par l'admiration. Un aîné repère un jeune talent et le célèbre publiquement, tel un trophée vivant. Étape 2, le co-branding transforme l'admiration en intimité marchande, tenues assorties, apparition scénique, publication pour la fête des pères. À la troisième étape, l'exclusivité, les figures parentales deviennent des gestionnaires. Les autres contacts disparaissent. Jackson fit coïncider ces étapes avec la chronologie de Lori. D'abord, un segment radio de Harvey en 2017 louant Diddy comme modèle d'entrepreneuriat noir. 6 semaines plus tard, Lori suspendait mystérieusement son planning de mannequinat pour suivre les équipes de Bad Boy à Los Angeles. Voilà votre étape 2, déclara Jackson. Il montra ensuite une chaîne de mai où l'assistante de Harvey demandait à Vogue Arabia de déprogrammer Lori d'un shooting prévu à Dubaï, prétextant des obligations familiales. Pour les procureurs, c'était l'étau de l'exclusivité. Mais Jackson ne s'arrêta pas là. Il remonta jusqu'en 1995, bien avant la naissance de Lori, pour montrer que l'implication de Harvey dans l'écosystème de Diddy remontait à Uptown Records. Il affirma qu'un jeune Steve avait conclu un accord dans un bus de tournée avec le promoteur Kirk Burroughs, des prestations de stand-up gratuites contre des interviews complaisantes avec des rappeurs émergents. Ce système, expliqua Jackson, transforma les journalistes en lobbyistes, et les humoristes en ambassadeurs de marque. En 2006, Harvey rencontra Marjorie, ex-épouse du baron de la drogue de Memphis, Jim Townsend. Selon Jackson, l'accord de plaider coupable de Townsend mentionnait un corridor du divertissement utilisé pour blanchir les recettes de spectacles à travers des maisons de mode à Atlanta. Jackson présenta le numéro du dossier, que les procureurs enregistrèrent comme preuve. Puis vint le choc ultime, il affirma que l'émission télévisée de Harvey servait de machine à laver la réputation pour des hommes comme Diddy, leur permettant de passer d'icône de la nuit à philanthrope de journée. Il projeta un extrait de l'épisode de 2013 où Diddy faisait la promotion de sa fondation pour École Charter, quelques jours seulement après qu'une vidéo de TMZ le montrait lançant un kettlebell sur un coach de UCLA. Dans le studio, les applaudissements étaient tonitruants. Dans la salle d'audience, le jury demeurait de marbre. L'avocat de la défense objecta, qualifiant cela de commérage hollywoodien. La juge Ramirez refusa, soulignant que la loi RICO s'intéressait avant tout au schéma. Jackson conclut la deuxième partie de son témoignage en lisant une carte de Noël envoyée en 2020, selon lui, par Diddy à Steve et Marjorie. À l'intérieur, une phrase, « La famille est le summum de l'alignement de marque. Continuons à investir ». Jackson referma la carte, regarda le jury et déclara, « Voilà l'étape 8, la monétisation totale des lignées de sang ». Les murmures fusèrent. La sténotypiste changea de papier. Si les carnets et les emails avaient secoué la salle, rien ne pouvait préparer les spectateurs à ce que Jackson appelait la vraie affaire, un montage privé de clips qu'il affirma avoir reçu de plusieurs lanceurs d'alerte de l'industrie sur une période de 15 ans. Les procureurs éteignirent les lumières. Un écran solitaire descendit derrière la barre des témoins. Jackson commentait en direct, apportant un contexte à chaque fragment. Clip 1. Une vidéo granuleuse prise avec un iPhone en 2009, à bord d'un yacht au large de Saint-Barth. Diddy, Steve Harvey et 2 cadres anonymes trinquent au champagne. À quelques mètres, une jeune fille, que les procureurs affirment être Lori, alors âgée de 12 ans, exécute une chorégraphie visiblement répétée sur le pont, sous les directives d'une voix féminine hors champ. Jackson fige l'image, pointant le sourire de Harvey. Voilà, dit-il, l'instant où un père devient recruteur. Clip 2. Saut en 2015, en coulisses des BET Awards. Lori, désormais âgée de 18 ans, est assise sur une chaise de maquillage. Une styliste lui chuchote, « Papa dit que le puf arrive dans 5 minutes. » Lori répond calmement, « Ok, fais-moi paraître plus âgé. » Jackson demande alors au jury de noter cette maturité forcée, presque douloureuse. Clip 3, le plus troublant. Daté de mars 2019, il montre une cuisine de Penthouse à Soho. Diddy, torse nu, donne des instructions à un chef privé, présente les huîtres de manière sexy. Elle mangera sur ma chaîne. Hors champ, Lori rit nerveusement, « Inc, t'es fou. » Le chef regarde la caméra, lève les yeux au ciel et murmure, « C'est malsain. » Jackson marque une pause. « Mesdames et messieurs,
ce chef a démissionné dès le lendemain, et m'a envoyé un message après avoir vu mon discours à l'UNCF sur la protection des filles. Le chef a fourni une déclaration sous serment, corroborant la séquence. Elle est entrée au dossier. Clip 4. Il met à mal la façade pieuse de Steve Harvey. Une répétition zoom de sa tournée motivationnelle de 2021. Pensant ne pas être enregistré, Harvey plaisante avec un producteur, pas de sermon sans dîme, bébé. Aucune différence entre le plateau d'église et un deal avec Revolt. Il se vante ensuite que Diddy a viré un honoraire sur la LLC de Lori. Jackson laisse flotter la citation, avant de conclure. Voilà le socle transactionnel du grooming. À la remontée des Lumières, plusieurs jurés évitent le regard de la défense. Diddy gribouille nerveusement. Harvey s'éponge le front. Les procureurs concluent leur présentation audiovisuelle. Jackson assène le coup de grâce, une déclaration jurée de Zoe Jackson, classée sous scellé mais résumée à voix haute, dans laquelle elle déclare que la vigilance de son père l'a sauvée du pipeline qui a englouti d'autres filles. La défense tente un coup désespéré, insinuant que les vidéos ont été trafiquées. Un expert en criminalistique numérique du gouvernement atteste que les métadonnées ne montrent aucune modification, que les fichiers ont été extraits de divers appareils, sur plusieurs années. Le juge les admet malgré les objections. Jackson quitte la barre, laissant derrière lui une salle d'audience soudainement oppressante, comme si chaque mur abritait une caméra cachée. Dehors, les manifestants scandent « Protégez les filles noires ». À l'intérieur, l'équipe légale de Steve Harvey demande une suspension pour revoir sa stratégie. Selon des murmures, en coulisses, 2 autres pères de célébrités auraient contacté les procureurs, redoutant que leurs propres filles n'apparaissent bientôt. Dans la 4e partie du témoignage de Jackson, le parquet fait rouler un chariot de dossiers estampillés Vista Aviation. 27 manifestes de vol, couvrant 13 années. Samuel L. Jackson se penche, ses lunettes cerclées glissant sur son nez, et commence à détruire la narration de la défense, selon laquelle ces vacances étaient de simples coïncidences entre célébrités. Chaque liste de passagers, mise en parallèle avec l'agenda public de Harvey et les tournées de Combs, expose une vérité plus sombre. Il ancre le jury en 2010. L'été où, selon les réseaux sociaux, Steve Harvey encadrait des jeunes en difficulté à Chicago, alors que Diddy était censé être en Italie. Pourtant, les registres montrent un Gulfstream 4 décollant de Van Nuys le 13 juillet, à destination d'un aérodrome privé près de Nassau. À bord, Monsieur Sean Combs, Madame Marjorie Harvey et Mademoiselle Lori Harvey, 17 ans. Des exclamations traversent la salle. Un juré suppléant murmure visiblement, 17 ? Jackson ne cherche pas à atténuer le choc. Il marche lentement, calmement, laissant le poids des dates détruire toute illusion raisonnable. En 2012, un manifeste montre que la fondation philanthropique de Harvey a réglé les frais d'un aller-retour vers Anguilla. Jackson souligne que le même numéro d'avion figure dans le ridé de tournée de Diddy. 2 ans plus tard, Lori embarque à nouveau avec des membres de l'équipe Bad Boy et une styliste connue pour ses tenues osées. C'était un chemin de miettes, affirme Jackson, qui menait Lori aux mêmes villas isolées, mêmes fêtes flottantes, même demeure à Tulum, baignée de bougies, que Cassie avait décrite dans sa plainte civile. À mi-parcours, le parquet introduit des données téléphoniques. Jackson commente une carte à écran partagée. À gauche, le studio de diffusion de l'émission radio de Steve Harvey à Atlanta. À droite, un groupe d'appels depuis son numéro personnel, rebondissant sur des antennes à Anguilla. Pourtant, l'émission était diffusée en direct ce jour-là. Jackson tranche, sans émotion. Segment préenregistré. Diffusé pour que l'animateur puisse accompagner sa fille mineure sur le yacht de Monsieur Combs. La défense objecte. Spéculation, disent-ils. Mais le juge accepte les preuves téléphoniques. Jackson ne vacille pas. Il referme calmement son dossier. La question n'est plus de savoir si ces voyages ont eu lieu. Mais bien ce que 2 icônes, un magnate de 50 ans et un roi de la comédie, espéraient en les dissimulant. Quand la cour suspend l'audience pour le déjeuner, certains spectateurs murmurent que cette 4e partie relevait moins du témoignage que d'un audit fiscal. Les registres de vol transforment une amitié de star en un présumé réseau de trafic. Et Samuel L. Jackson émerge, non pas comme une célébrité, mais comme un archiviste méticuleux de la vérité. Après la pause, les lumières s'éteignent. Un technicien installe un écran de 50 pouces. Samuel, désormais assis, tient une télécommande. Il introduit la séquence avec prudence, elle date du 3 septembre 2018, 2 semaines avant les 22 ans de Lori.
Le lieu, un manoir loué sur Martha's Vineyard, nom de code White Rabbit, mentionné dans des courriels de sécurité de Combe. Silence total dans la salle. Jackson appuie sur lecture. À l'écran, une image nocturne en vision infrarouge montre une cabane au bord de la piscine. L'angle de vue suggère une caméra murale. Les sous-titres traduisent les dialogues étouffés. La voix de Didi surgit, « Passe-moi le sac élevé. » Fahem. Oui, Fahem, avec 2 E, insiste Jackson, reprenant la faute d'un témoin précédent. Puis un baryton reconnaissable. Steve Harvey, t'es fou, puf. Un bruit de glaçons. La phrase, rince-la, puis en voilà au maquillage, s'affiche brièvement alors que le son grésille. La séquence dure à peine 45 secondes, mais ses implications font l'effet d'une déflagration. Un huissier doit faire taire les murmures incrédules. Jackson ne se pavane pas. Il établit tranquillement la chaîne de possession. Un ancien gérant du domaine a fourni la vidéo, après avoir appris que l'équipe de Harvey n'avait jamais désactivé la caméra. Lors de l'interrogatoire, Jackson explique que le terme « rincer » correspond au récit de Cassie et Dawn Richard, des femmes forcées à des douches à l'eucalyptus avant de réapparaître prêtes pour la caméra. Mais plus glaçante est la présence de Harvey. Le roi de la motivation, non seulement conscient, mais manifestement complice, à quelques pas d'un sac saisi plus tard par la sécurité intérieure, contenant des benzodiazépines et des cartes Visa prépayées. La défense tente une opération de sauvetage. Ils évoquent une manipulation des PFAC, questionnent l'intégrité des timecodes, suggèrent que Harvey aurait pu être un hologramme pour un sketch. Le jury ne bronche pas visage fermé, ils prennent note à chaque mention du mot hologramme. Jackson, imperturbable, rappelle que les métadonnées du téléphone placent Harvey sur l'île ce soir-là, et que les paiements Venmo montrent un virement de $4 800 de la LLC de Harvey au domaine pour un départ tardif. Puis Jackson lit un texto envoyé par Lori à une amie le matin suivant, « Puf dit que mon sourire vaut de l'audience. Papa répète que la propriété, c'est tout. Je me sens comme une propriété. » Personne ne bouge. Lorsque le greffier annonce la pause de l'après-midi, la vidéo du domaine n'est plus une simple rumeur. Elle devient une mise en accusation visuelle des valeurs familiales que Steve Harvey vend dans ses best-sellers. 12 minutes glaciales qui ont plié le cours du procès. Au retour, Jackson aborde le mobile. Il l'appelle la clause Wenant, une référence à une annexe obscure, enfouie dans le contrat multimédia signé par Steve Harvey avec Endeavor Content, en 2017. Jackson brandit une page de contrat barré de rouge au paragraphe 16 qui accordait à Endeavor un droit de premier regard sur les drames religieux estampillés Harvey, avec une dérogation en cas de participation aux bénéfices si des partenaires stratégiques du portefeuille Combe Entertainment cofinançaient la production. Traduction, le futur empire du streaming de Harvey ne décollerait ou ne s'effondrerait qu'avec l'aval financier de Didi. Avec calme et précision, Jackson guida les jurés à travers les implications concrètes de cette clause. Une docu-série sur des groupes gospel contemporains, bloquée en 2019, ne fut débloquée qu'après un virement de $2 millions effectué par Bad Boy Venture. L'émission fut finalement diffusée sur une chaîne Fast sponsorisée par Didi, mais uniquement après que le réseau ait imposé un changement de titre, Sunday Service, Legacy of Praise, pour coller à l'image de la chorale de Canille. Encore un lien vers la sphère d'influence plus large de Didi. Quel rapport avec Lori? Samuel montra des emails dans lesquels le gestionnaire des affaires de Harvey exhortait Steve à maintenir une image irréprochable vis-à-vis de Monsieur Combe afin d'assurer les prochains cycles de renouvellement. Un point de la liste indiquait, la compagnie de Elle reste un symbole stabilisateur. À ce moment, Jackson s'arrêta, laissant résonner le mot compagnie. C'est, dit-il, un langage aseptisé pour ce que les procureurs qualifient de trafic par persuasion. Il introduisit ensuite un témoignage protégé issu d'un ancien chef cuisinier de la maison Harvey. Lu à haute voix devant la cour, ce dernier relata un dîner de répétition de gala en 2019, où Lori avait reçu l'ordre de porter une robe blanche signée Tom Ford. Sans doublure. Parce que, disait-on, les invités préféraient sa silhouette naturelle. Selon le chef, l'ordre venait de Marjorie Harvey, qui avait invoqué les goûts du styliste personnel de Didi. L'avocat de la défense tenta de contester la pertinence, mais Jackson répliqua sans trembler. Pertinence? Nous avons déjà établi la dépendance financière de Harvey à l'égard des entreprises de Combe. Nous établissons maintenant les concessions comportementales exigées au sein du foyer Harvey. Le juge accepta. Jackson conclut alors. La clause Winen créait un canal où l'argent des programmes spirituels ne circulait que si la marque Harvey restait en bon terme avec Didi. Une bonne entente qui,
selon lui, nécessitait la présence de Laurie lors des soirées privées organisées par Combe. Fin de la partie 6. Samuel revint sur le thème de la parentalité. Il cita un clip viral de Steve Harvey dans lequel ce dernier exhortait les pères à protéger la porte de leur fille, qu'il opposa aux clauses contractuelles qui, elles, transformaient cette même porte en objet de transaction. Cette porte, dit Jackson, était louée à l'heure, votre honneur. Et le propriétaire, c'est l'homme assis juste là, à la table des accusés. Un souffle collectif parcourut la salle d'audience tandis que Jackson rassemblait ses dossiers. Un murmure de « Waouh » chuchoté l'accompagna jusqu'à la table des avocats. L'audience fut suspendue alors que les journalistes se précipitaient pour rédiger leurs titres. Samuel L. Jackson relie accord religieux à un réseau présumé de trafic sexuel. Les parties 4 à 6 avaient démoli l'idée selon laquelle il ne s'agissait que de ragots de célébrités. Cela prenait désormais l'allure d'un véritable schéma de Ponzi spirituel, bâti sur des carnets de vol en jet privé, des caméras dissimulées, et une clause nommée d'après une légende du gospel. Et Samuel L. Jackson, conteur judiciaire hors pair, venait d'en révéler le moteur au grand jour. Le silence qui suivit son témoignage direct ne dura pas longtemps. Brian Steele, avocat principal de Diddy, s'avança vers la barre avec l'assurance d'un homme convaincu que l'esbrouf peut surpasser les faits. Il attaqua d'abord le messager. « Monsieur Jackson, vous avez passé des décennies à incarner des héros plus grands que nature. N'est-il pas vrai que vous jouez encore un rôle aujourd'hui ?» Samuel croisa les bras et répondit, de sa voix grave légendaire. « Monsieur, il n'y a pas de deuxième prise dans un tribunal fédéral. » Steele exhiba ensuite des photos de gala de l'industrie où Jackson et Combe posaient côte à côte. Vous avez bu son champagne, foulé ses tapis rouges, et maintenant, vous le qualifiez de prédateur? Jackson ne broncha pas. Il admit qu'ils évoluaient dans les mêmes cercles, mais distingua la civilité de la complicité. J'étais là pour promouvoir un film. Je n'étais pas dans les coulisses à lui apprendre comment traiter les jeunes femmes. La contre-interrogation dévia ensuite sur Steve Harvey. Steele tenta de présenter les remarques parentales comme des commérages, non des preuves. N'est-il pas vrai, Monsieur Jackson, que vous n'avez jamais rencontré Laurie Harvey en privé? Samuel acquiesça. Vrai. C'est pourquoi je blâme son père, pas elle. Des exclamations parcoururent la salle. Ce n'était pas tant le scandale que la franchise qui choquait. La carte maîtresse de la défense, un échange de mai où Harvey remerciait Jackson pour ses conseils sur les familles hollywoodiennes. Steele espérait montrer que Jackson avait instrumentalisé un conseil privé après l'éclatement du scandale Diddy. Mais les mets manquaient de contexte, une faille que Samuel exploita aussitôt. Exactement. Je conseillais Steve sur la mise en place de limites. Limites qu'il a ignorées. Tout comme votre client. Le juge moral retint la plupart des objections de forme, mais permit aux thèmes principaux de subsister. À la fin de l'interrogatoire, Jackson se redressa, regarda les jurés et prononça une phrase suspendue dans l'air. Je ne suis pas ici à cause de rumeurs. Je suis ici parce que le silence est devenu bien trop assourdissant. Même la greffière s'arrêta un instant avant de reprendre son clavier, comme si elle aussi ressentait le poids de ses mots. L'assistante du procureur Ramirez appela sa prochaine pièce à conviction, une cassette DAT mal étiquetée retrouvée dans un box abandonné autrefois loué par un employé de Bad Boy. La salle s'assombrit. Un silence tomba. Des haut-parleurs minuscules diffusèrent une voix, clairement celle de Jackson, demandant. « Puf, pourquoi tu as des ados ici ?» Une autre voix, plus basse, étouffée mais sans équivoque, celle de Diddy rit. « Ils sont assez grands pour ce que j'en fais. » Des bruits de fond, des vers qui s'entrechoquent, ce qui semble être de la musique, puis un silence brusque quand l'enregistrement se coupe. Ramirez demanda à Jackson de confirmer l'authenticité. Il acquiesça, expliquant que la bande avait été enregistrée en 2003 dans un club clandestin surnommé Studio 23. Il portait un dictaphone depuis qu'il avait été témoin de débordements croissants. Je me suis dit que si un jour tout dérapait, la preuve compterait. Mais pendant des années, je l'ai gardé enfoui, parce que personne ne voulait entendre la bande-son crue derrière les vidéos scintillantes. La défense bondit, objection pour vice de forme, rupture de la chaîne de garde, n'importe quoi. Le juge moral rejeta. Le jury pouvait juger de la crédibilité. Jackson lâcha alors une bombe, la voix adolescente qui riait sur la bande appartenait à Justine Combe. Ce soir-là, j'ai compris que le cycle était générationnel. Et Steve Harvey s'apprêtait à livrer sa fille à cette même machine.
Le ministère public utilisa l'enregistrement pour établir un schéma. Didi attirait des jeunes femmes, normalisait les soirées sans limite, puis achetait le silence à coups d'avantages. Jackson affirma que, dans la limousine ensuite, Puff avait fanfaronné. Les papas d'Hollywood m'apportent des cadeaux. Et moi, je les fais briller. La citation électrisa la salle. D'autant plus que d'autres preuves avaient montré l'envoi d'un bracelet Cartier à Laurie à la même époque. Lorsque la bande se termina, les jurés échangèrent des regards furtifs. La façade glamour du magnate musical s'était effondrée, remplacée par le grésillement granuleux d'un prédateur, capté sur une bande magnétique, d'autant plus accablante qu'elle n'était jamais destinée à être entendue. Avec l'admission de la cassette, le ministère public pivota vers les préjudices sociaux, psychologiques, générationnels. Jackson expliqua qu'après avoir critiqué publiquement la parentalité de Harvey, les gardiens de l'industrie avaient tenté de l'exclure. Script bloqué, appels ignorés, gala caritatif dont son invitation disparaissait à la dernière minute. C'est le prix à payer pour dire la vérité dans une ville qui vend du rêve, grognatait-il, les yeux rivés sur les jurés. Il relata une rencontre en coulisses, en 2021, avec Steve Harvey lors d'un tournoi de golf caritatif. Harvey lui aurait lancé. « Frère, tu m'as fait perdre des sponsors. » Et Jackson de répondre. « Non, c'est toi qui as perdu la confiance de ta fille. » Les jurés notèrent frénétiquement. Même l'expression du juge sembla se détendre en une forme d'alerte silencieuse. Enfin, Jackson révéla un SMS crypté qu'on lui avait transmis quelques jours plus tôt. S'afficha alors à l'écran une capture. Didi à Harvey, Sam est en croisade. Rappelle à ta fille que les NDA, ça compte. La salle explosa. Le juge moral appela au calme. La défense protesta, mais le juge, après avoir vérifié les métadonnées, autorisa une discussion limitée. Ramirez s'en servit pour plaider la conscience de culpabilité. Didi ne craignait pas seulement l'exposition, il avait enrôlé Harvey pour faire taire les voix. Le témoignage de Jackson s'acheva par un appel direct. Je ne peux pas annuler ce que ces hommes ont fait. Mais je peux m'assurer que ça ne reste plus jamais caché derrière des audiences ou des royalties. Alors qu'il descendait de la barre, les journalistes se ruaient vers les couloirs. Didi, le visage figé, chuchota à son avocat. Harvey, assigné à comparaître, fixait le sol. Dehors, les commentateurs parlèrent d'un tournant sismique. Les écoutes de Didi s'effondrèrent. Les publicités furent discrètement retirées des marques Harvey. Pendant ce temps, les réseaux sociaux s'enflammaient. #écoutez Sam. #protéger les filles noires. #le silence est terminé. À l'intérieur du tribunal, les jurés, bien que non séquestrés, quittèrent la salle escortés par des marshals, les yeux écarquillés, leurs bloc-notes chargés de citations qui allaient façonner leur délibération. Demain, les experts financiers du gouvernement suivront la piste de l'argent. Mais tout le monde savait que la véritable monnaie avait déjà changé de main. La crédibilité brute d'un vétéran, prêt à brûler des amitiés vieilles de plusieurs décennies au nom de la vérité. Et avec sa dernière déclaration résonnant encore sous la voûte du tribunal, le procès de Sean Diddy Combs avançait inexorablement vers un verdict susceptible de réécrire à jamais le récit du pouvoir des célébrités et des échecs parentaux.